De deux régions qui sont aux antipodes, c'est-à-dire l'Abitibi-Témiscamingue, Gaspésie et la Madeleine, ouest en est, qui ont en commun plusieurs choses. Ils ont des problèmes majeurs en matière d'infrastructures, vétustes en santé. On souhaite, la population a besoin de voir le gouvernement se commettre et investir dans la rénovation des urgences, du bloc opératoire, des soins intensifs. Ces deux régions ont aussi en commun le fait que le premier ministre n'a pas jugé bon de nommer un ministre responsable de la région, avec pour résultat que les projets d'investissement n'avancent pas. Mais là, on a trouvé une façon de pouvoir faire patienter la population en confiant aux députés le soin de mettre des pétitions en œuvre sur le site de l'Assemblée nationale. 25 000 personnes ont signé une pétition en Abitibi-Témiscamingue pour la rénovation de l'hôpital d'Amos, l'urgence, le bloc opératoire et les soins intensifs. Et de notre côté, à Bonaventure, les députés de l'endroit portent une pétition. Il y a déjà plus de 3 000 personnes qui ont signé. Le problème, c'est que lorsqu'on arrive à déposer la pétition et à demander à la Commission santé et services sociaux de s'en saisir, bien, les mêmes députés de la CAQ nous disent « c'est pas le bon moyen pour faire avancer le dossier ». Trouver l'erreur. Alors, je pense que dans ce dossier-là, on a vraiment un problème majeur et le gouvernement, pour en rajouter une couche, le ministre de la Santé lui-même, une fois que tout ce débat-là a été fait et que la pétition a été mise à la filière 13, dit « je ne suis pas au courant de la pétition, mais c'est vrai qu'on a de grands enjeux dans les régions. De façon générale, la population est en attente de ces investissements-là, puis on va y arriver un jour. » Alors, nous, on a vraiment l'impression qu'on tourne en rond dans ce dossier-là, puis que le ministre, puis que le gouvernement nous doit des explications, à savoir pourquoi ces projets-là n'avancent pas et pourquoi on se moque essentiellement de la population en leur disant « signez des pétitions, là, comme ça on va gagner du temps ». On en perd beaucoup de temps. Face aux menaces tarifaires de Donald Trump, le premier ministre du Québec continue à s'écraser et non seulement il continue à maintenir qu'il va faire beaucoup de compromis dans le secteur du bois, dans le secteur de l'aéronautique et dans le secteur de l'aluminium. Il continue à maintenir qu'il va envisager imposer un tarif additionnel sur nos propres exportations d'aluminium. Ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'hier, il y avait une motion du mercredi qui demandait ceci, que l'Assemblée nationale déclare que l'imposition de tarifs à l'exportation sur l'aluminium québécois, comme le propose le premier ministre du Québec, serait néfaste pour l'industrie québécoise de l'aluminium et tout particulièrement pour l'économie de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Ce qu'à peu près tout le monde au Saguenay-Lac-Saint-Jean dit, ce que toute l'industrie de l'aluminium dit. Et hier, pendant les 2 heures de débat, la ministre Fréchette s'est levée, n'a pas du tout appuyé la proposition du premier ministre, n'a rien dit en faveur de la proposition du premier ministre. La ministre responsable du Saguenay-Lac-Saint-Jean, André Laforêt, s'est levée, elle a fait un beau discours, elle n'a pas dit un mot en appui à la proposition du premier ministre. Et tous les députés de la CAQ qui se sont levés n'ont dit aucun mot en faveur de la proposition du premier ministre. Le premier ministre a l'air bien seul avec sa proposition de surtaxer, de surtarifer nos propres exportations d'aluminium. Et hier, il était tout seul de son côté en Chambre. Je mets formellement au défi ce matin la ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, André Laforêt, le député de Lac-Saint-Jean, Éric Girard, le député de Jonquière, Yannick Gagnon, la députée de Roberval, Nancy Guillemette, et le député de Dubuque, François Tremblay, de voter pour la motion du mercredi qui indique que ça va être néfaste pour l'économie du Québec d'imposer nous-mêmes des tarifs additionnels sur nos exportations d'aluminium. Là-dessus, on est prêt à répondre à vos questions. Et là-dessus, c'est intéressant, parce qu'on pourrait faire un lien entre vos deux propos. C'est quoi? C'est que vous mettez de l'avant les divisions au sein de la CAQ. Le fait que des députés de la CAQ fassent signer des pétitions, est-ce que c'est pas un... Au lieu de passer par le caucus, puis là, à nouveau, un manque d'appui au premier ministre, est-ce que c'est un peu ça, votre propos? Dans la question tarifaire, on a un premier ministre qui se bombe le torse hier, mais qui a décrit quelqu'un qui s'écrase devant les menaces tarifaires du président Trump, qui offre de faire beaucoup de compromis, qui ne considère pas l'avantage qu'on a avec l'aluminium. Il s'est décrit lui-même en disant ça. Mais il continue de maintenir que c'est une bonne idée de surtaxer, de mettre une surtaxe Legault, un surtarif Legault sur nos propres exportations d'aluminium. Personne
Personne ne parle en faveur de cette mesure-là. Et ça fait 2 fois que j'essaie de questionner la ministre Fréchette sur cette question-là. Je n'ai pas de réponse. C'est le premier ministre qui se lève en réponse à mes questions. Et hier, pendant le débat de 2 heures, revoyez ce débat-là. Personne de la CAQ ne s'est levé pour dire « oui, c'est une bonne idée ». C'était ça la question. La motion portait sur les surtarifs de l'aluminium pour dire que non, on ne peut pas faire ça. C'est pas bon pour le Québec. Ça affaiblit le Québec. C'est une mauvaise idée. C'est une mauvaise tactique de négociation. Mais je comprends. Les députés de la région, maintenant, vont-ils avoir le courage de voter en faveur, de se tenir debout pour leur région et de dire, ben non, on ne viendra pas nuire à l'économie du Saguenay-Lac-Saint-Jean? Tout à l'heure, M. Paradis, la VG, va déposer son rapport sur la Société de l'assurance automobile du Québec avec ce que vous avez su, ce qu'on a su cette semaine, le site web qui ne marchait pas. À quoi vous attendez, puis allez-vous réagir plus tard aussi? Bien, c'est sûr qu'on va attendre de lire le rapport. Vous nous demandez là, de réagir avant. On va le lire, mais... Est-ce que vous attendez à retrouver dans ce rapport-là des mots quand même assez durs? Oui, parce que tout le monde au Québec est au courant du fiasco SACLIC. Et ce qui est sorti comme information là, dans les derniers jours, c'est que le gouvernement était au courant qu'il y avait des voyants rouges un peu partout, qui est allé de l'avant. Et Paul Saint-Pierre Plamondon a questionné le premier ministre là-dessus. Puis il lui a dit, mais qu'en est-il de la responsabilité ministérielle? Parce que ce qu'on entend depuis le début dans ce dossier-là, c'est que c'est la faute à plein de monde, mais c'est jamais la faute du ministre. Alors nous, on a dit que le premier ministre fasse ce qu'il faut, qu'il convoque son propre ministre et qu'il s'assure qu'il y a de l'imputabilité, qu'il y a de la responsabilité ministérielle. Donc malheureusement, j'aimerais vous dire qu'on va avoir un rapport nuancé, etc., mais... Tout le monde au Québec s'attend à ce que ce soit un rapport qui mette le doigt sur des réalités qui sont déjà connues, c'est-à-dire que ça a été une gestion, ça a été une très mauvaise gestion, tout ce dossier-là. Contre-tarif, oui. D'habitude, quand le premier ministre se lève pour répondre à une question, c'est une bonne chose, mais vous semblez vouloir que ce soit les ministres qui se lèvent à la place du premier ministre pour répondre à vos questions. Non, mais entendons-nous. Moi, je suis très heureux d'avoir un dialogue avec le premier ministre du Québec, mais je note quand même que j'essaie de voir si la ministre, elle entend protéger, c'est la ministre de l'Économie. Je veux savoir comment elle entend protéger les secteurs névralgiques à l'économie du Québec que le premier ministre a décidé lui-même de jeter sous les roues de l'autobus, à l'encontre de tout ce qui est connu en matière de négociation, en matière de commerce international. Il s'en va à Washington, alors que Donald Trump est au summum de sa force actuellement. Il vient d'être élu, là. Puis il est au summum de sa force. Le premier ministre dit lui-même, « Ouais, nous, par contre, on n'est pas en position de force parce que notre premier ministre au Canada, il est en sursis. Et ce qu'il va faire, il commence en disant, « Voici les secteurs sur lesquels je suis prêt à faire beaucoup de compromis, dont l'aluminium. » C'est absolument inexplicable comme stratégie. Justement, d'après vous, est-ce qu'il consulte ses ministres ou il agit... Bien, c'est ça qu'on veut savoir. C'est ça qu'on veut savoir. Qu'est-ce que la ministre en pense? Qu'est-ce qu'elle dit, elle, aux acteurs économiques du secteur du bois qui ont entendu leur premier ministre aller à Washington et dire « Je suis prêt à faire beaucoup de compromis pour nos forêts ». Qu'est-ce qu'elle dit au secteur de l'aéronautique alors que le premier ministre est allé à Washington dire à Donald Trump « Je suis prêt à faire beaucoup de compromis en aéronautique ». Qu'est-ce que ses contacts dans ces milieux-là disent? Alors... on veut savoir, mais là, elle ne se lève pas en chambre quand je pose ces questions-là. Ben oui, puis je l'ai mentionné tout à l'heure. Ce qui est étonnant, c'est que la motion du mercredi proposée par le collègue de Marguerite Bourgeois propose qu'on se prononce sur cette question, cette proposition. Ça vient de François Legault, là. Ça vient de nulle part ailleurs, quelque chose d'assez inédit dans l'histoire. On va dire, nos produits, notre aluminium est victime d'une menace de tarifs qui pourrait s'ajouter à d'autres tarifs, hein, parce qu'actuellement, on ne sait pas encore si Donald Trump entend ajouter 25 % de tarifs sur l'aluminium qui s'ajouterait à 25 % de tarifs sur l'ensemble des produits qui viennent du Canada. Et lui, en plus d'un potentiel 50 %, on ne le sait pas encore, je ne suis pas en train de dire que ça va être ça, mais de ce potentiel-là, lui dit, moi, je vais rajouter un tarif de chez nous. Qu'est-ce que ce ministre en pense? Qu'est-ce que les ministres pensent de ça? Elle ne s'est pas prononcée hier sur cette question-là. Est-ce que ça brasse au Conseil des ministres? Est-ce que les ministres, d'après vous, s'expriment? Avez-vous des échos par rapport à ça? La question se pose.
la question se pose, mais en tout cas, actuellement, on a des indications. Moi, je veux entendre la ministre sur ces questions-là, parce que c'est dans ses responsabilités, puis c'est ma vis-à-vis. C'est le premier ministre qui répond. Et hier, on a eu un débat 2 heures sur cette question-là. 2 heures. Je n'ai pas entendu un seul mot de quiconque député de la CAQ ou ministre de la CAQ appuyer cette proposition du premier ministre. Puis je les mets au défi. Je les mets au défi. La semaine dernière, j'ai essayé d'avoir en réponse la ministre responsable du Saguenay-Lac-Saint-Jean là-dessus. Elle ne s'est pas levée. Je lui ai demandé, je veux vous entendre, Madame la ministre, dire que vous trouvez que c'est une bonne idée de surtaxer, que le Québec surtaxe nos exportations. Elle ne s'est pas levée. Vous avez vu le projet de M. Boulay hier? Votre réponse n'était pas claire, là. Normalement, vous ne l'aviez pas lu, mais là, vous l'avez lu. Êtes-vous en faveur ou pas? Les syndicats disent que c'est une déclaration de guerre au Parti québécois. Qu'est-ce que vous en pensez? Je vais vous dire que je suis très content de mes réponses d'hier parce que c'est un projet de loi qui mérite une étude très particulière. Pourquoi? Parce que le ministre Boulay est en train de faire du droit nouveau. Il énonce, ce projet de loi-là, une nouvelle notion, la notion de service minimalement requis pour éviter que ne soit affectée de manière disproportionnée la sécurité sociale, économique ou environnementale de la population. C'est du droit nouveau et ça va demander une étude sérieuse. Donc, je vous dis aujourd'hui qu'on va continuer à analyser ce projet de loi-là, à faire nos consultations et on va attendre des consultations particulières. On est ouvert à la discussion, mais il y a des inquiétudes, c'est sûr. Du droit nouveau, on n'est pas avocat, là, nous. Bien, il existe tout un corpus législatif, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de lois qui définissent la notion de service essentiel, notamment dans le secteur public. Et il y a une grande jurisprudence qui s'est développée sur les services essentiels et l'équilibre entre les services essentiels et le droit de grève. Puis il y a une décision importante de la Cour suprême du Canada qui a été rendue récemment, l'arrêt Saskatchewan, qui vient expliquer, clarifier l'équilibre entre les deux. Là, le gouvernement du Québec semble vouloir venir jouer dans ces notions-là et il vient appliquer ces notions-là aussi au secteur privé. Ce que les gens doivent comprendre, c'est que le projet de loi dit que ce n'est pas les employés de l'État qui sont visés, c'est les employés municipaux et les employés du secteur privé. Donc, il y a une grève quelque part dans une usine, puis là, on pourrait dire que quelque part, la sécurité sociale, économique ou environnementale de la population est affectée. Je pense qu'il faut faire très attention ici. Est-ce qu'on est en train de restreindre indûment le droit de grève, le droit de négociation équilibrée des travailleurs, y compris dans le secteur privé? Si c'est ça, généralement, il faut que tu t'assures que ce que tu donnes en contrepartie ne rend pas inéquitable le processus de négociation. Et attention, ce projet de loi-là, c'est intéressant. C'est le projet de loi 89. C'était quoi le projet de loi 88 juste avant? C'était un projet de loi qui visait à corriger le processus de négociation pour les conditions de travail des pompiers et des policiers du secteur municipal. Pourquoi? Parce qu'il y a 10 ans, le gouvernement du Québec avait bouleversé le régime de négociation. Les syndicats sont allés devant les tribunaux et ils ont gagné. La Cour a dit ce processus nouveau qui a été déterminé est inéquitable. Le gouvernement a 6 mois pour refaire ses devoirs. Est-ce qu'on va faire la même chose? Est-ce que le gouvernement du Québec a fait ses devoirs? Moi, j'aimerais savoir qui le ministre Boulay a consulté avant de présenter ce projet de loi-là. Comment ça se fait qu'il arrive avec ça aujourd'hui? De nos informations préliminaires, il n'y a pas grand monde qui nous ont dit qu'ils ont eu des coups de téléphone puis qui se sont fait consulter là-dessus. Alors, est-ce que c'est encore une fois le gouvernement de la CAQ qui sort quelque chose de son chapeau, qui n'est pas préparé, puis qui va nous engager dans 10 ans de contestation judiciaire? La question se pose. Nous, sur la santé, j'en ai quelques-unes, là. On voit ce matin qu'on arrive à un point où on anticipe les coupures qui vont toucher directement les services, les aires ouvertes, les cliniques qui étaient de vaccination qui ont été converties, réduction de services des urgences. Comment vous réagissez à cette nouvelle-là? C'est assez extraordinaire de voir que ce dont le gouvernement s'enorgueillissait, ses réussites, là, c'était d'avoir créé des cliniques spécialisées où on pouvait favoriser la vaccination, les prélèvements. On s'apprête à mettre la hache là-dedans. Demandez à Lionel Carman à quel point il était fier de développer le réseau des aires ouvertes mur à mur à travers l'ensemble du Québec, même si les gens disaient il y a déjà les maisons de jeunes, il y a déjà les CLSC, tout. On va imposer une nouvelle façon de faire et tout ça. On est prêt à mettre la hache là-dedans. Les urgences à travers l'ensemble du territoire. Un gouvernement qui se prétend être le gouvernement des régions
est prêt à créer des déserts médicaux un peu partout dans les régions du Québec. On en est rendu là. Pourquoi? Parce que le gouvernement a décidé qu'il allait donner des baisses d'impôts. Il allait donner des chèques préélectoraux. Il est parti d'un surplus de 7 milliards de dollars pour nous plonger dans un déficit historique de 11 milliards de dollars. Puis maintenant, bien, il est prêt à remettre en question à peu près toutes les petites avancées qu'il avait voulu mettre de l'avant en santé et services sociaux et faire payer les citoyens pour ses mauvaises décisions puis sa mauvaise gestion. Mais donc, les aires ouvertes puis les centres, les cliniques de vaccination, est-ce que c'est quand même un exemple où peut-être il y a matière à réflexion parce que, comme vous le laissez entendre, ces services sont peut-être pas optimaux là, ou super utilisés en ce moment? Là. Mais en fait, c'est le gouvernement qui est en train de révéler à quel point ces décisions résultent en un échec complet. Moi, je pense que tant qu'à y être, on pourrait aussi remettre en question les investissements massifs qui ont été consentis dans les infrastructures, dans le béton, des maisons des aînés, sans faire le virage des soins à domicile. Là aussi, on est en train de couper dans les soins à domicile. Alors, à tous égards, le gouvernement a géré de façon frivole. C'est un gouvernement qui a été extrêmement dépensier, avec des promesses qu'il n'avait pas les moyens de livrer. Puis maintenant, il veut faire payer aux Québécois en disant « Ah, bien, moi, les coupures, je n'y suis pour rien. » Premièrement, il n'y a pas de coupure. C'est simplement, on leur respecte de respecter les budgets. On leur demande de respecter les budgets. Et deuxièmement, s'il y a des coupures, bien, c'est pas de ma faute, c'est Santé Québec. M. Dubé reconnaisse que les vraies coupes, c'est 3 d'augmentation dans les dépenses. Il nous annonce que l'an prochain, on va tomber en période d'austérité. Ce qui est planifié, c'est 1,8 pour l'année prochaine. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, ce constat-là ou cet aveu-là du ministre? Est-ce qu'il envoie un message à M. Girard? Bien, ce que ça veut dire, c'est qu'on n'a encore rien vu et que ce qu'on a vu, en fait, dans les derniers mois, bien, ce n'est que le préambule à des coupes massives en matière de services à la population, en matière de santé et de services sociaux, et on le fait dans l'opacité la plus totale. Nous, on demande depuis des semaines et des semaines qu'on présente un plan pour dire à quel point les services à la population vont être affectés et jusqu'à quel point on va reculer dans le panier de services et dans le tissu social, de justice sociale qu'on avait établi pour le Québec en matière de santé et de services sociaux. Et là, on n'a pas encore l'ombre du début d'un plan qui nous est présenté. Demandez donc un plan, oui, ça c'est bon, mais est-ce que vous demandez comme un moratoire sur les compressions le temps que ce plan-là soit publié? Bien, en fait, ce qu'on a demandé au gouvernement, c'est à la fois de nous dire où il s'en va avec les coupes, puis d'autre part, de les justifier, de nous expliquer quelles en sont les conséquences. Et évidemment, une fois qu'on peut mesurer les conséquences de la création de déserts médicaux ou de coupes sauvages dans les services aux personnes les plus vulnérables, les personnes handicapées qui ont besoin de soins ou d'adaptation à domicile, et ainsi de suite, bien là, évidemment, on pourra juger de l'impact et lui demander effectivement, dans bien des cas, là, de repousser, de retarder ou de faire d'autres choix. Lorsqu'il est question de couper dans la bureaucratie, nous, on l'a dit, dans l'administration, mais c'est exactement le contraire qu'il fait. Il a créé une nouvelle structure de toutes pièces avec des Top Guns qui sont payés des centaines de milliers de dollars. Pourquoi? Pour imposer des coupures. Puis entre-temps, rappelons-nous, là, ils ont commencé à donner des contrats aux experts de tout acabit puis aux consultants pour définir leur propre mission, pour essayer de voir comment ils pourraient couper davantage. Ça ne fonctionne pas. Do you feel that Minister Dubé has been at all transparent about the cuts in the healthcare system? Not at all. He denies the fact that we're in a period of budget cuts. He denies that it has a strong effect on the population and on the services throughout Quebec. And even yesterday, the question was asked about the emergency ward in Trois-Pistoles. No decision has been made. We know that they're about to close it. There was an article again this morning saying that many of the emergency wards throughout the Quebec regions will have their opening hours cut dramatically, weekends and nights, and eventually it will just, stop the service. That's what's coming. And he says, well, no decision's been made. No, you're imagining. He lives in a parallel reality.
and tries to convince everyone that it's not happening. It is happening. We have, echoes from throughout the region saying that this cannot go on. People are, trying to mobilize and say, enough's enough. But the government says, no, it's not happening. When it comes to some of these services specifically, the potential, for example, for these vaccination clinics that were converted to now either change or close, I mean, what does that say to you? Well, right now, the government is in such a bind that they're ready to wipe out all of what they pretended to be their best successes in terms of healthcare improvements in the system. They put together forward clinics throughout Quebec. They also had this air ouverte, concept throughout Quebec for the youth. And of course, they pretended to be the government for regions. And now, because they've spent like there was no tomorrow, we now have a historical deficit of $11 billion. Now they're ready to put everything in the garbage bin. No worries. That's quite a testimony of their legacy right now. And on SACLIC, we obviously haven't seen the Auditor General report yet, but are you expecting it to be a glowing review of SACLIC? What exactly are you hoping to see? We're expecting bad news, but we're expecting to have the truth also, because, remember, that there was this 3-week interruption of service, and then obviously the fiasco. What did the government say? What did the minister say? Not my fault. I'm talking about CARE, saying, it's not my fault. You should praise me for what I have done in this file. And then it got even worse. So who's to blame? Well, the president, the director general. So throw him under the bus. And a year and a half later, they're supposed to have, tabled their financial, report. It's not available, and it's made available throughout the process. The minister Guilbeault was blamed for not respecting the delay, and when we got to see the report, it's incomplete. You cannot testify whether it's true or not. And meanwhile, we hear that why they went ahead not being prepared is because there was pressure. Pressure from whom? From where? I hope the Auditor General will be able to tell us where the responsibility, the ministerial responsibility lies. Guilbeault or CARE? On tariffs, very quickly, again, some kind of impending things that could happen in the next coming weeks. How should the government be reassuring Quebecers, and how should they be taking this impending tariffs coming up? Not doing what our Prime Minister is doing right now. He's doing exactly what he should not be doing, negotiating, thinking aloud, going to Washington, thinking aloud, offering to put everything on the table, whereas it's not even a demand from the Trump administration yet. The Trump administration is at its peak in terms of strength. Our own Prime Minister said we are in a position of weakness because there is no real acting Prime Minister in Canada, given the situation of Justin Trudeau. And he goes to Washington and he offers big compromises on wood, aeronautics, and aluminum. This is a really bad strategy. It's weakening Quebec. And now he's offering to even put tariffs, Canadian tariffs, on our own exports of aluminum. This is total nonsense. And interestingly enough, the Prime Minister is alone rooting for that solution. Yesterday, there was a 2-hour debate on that exact question. Minister Fréchette did not say a word supporting this idea. Minister Laforêt, responsible for Saguenay-Lac-Saint-Jean, did not say a word in support of that idea. All MNAs that spoke did not say a word in support of that idea. So the Prime Minister seems to be quite alone. I've tried to ask during question period
Minister Frechette about that. She never answered. The Prime Minister answered to me. So I'm officially challenging this morning the 5 MNAs in the Saguenay-Lac-Saint-Jean region to stand up for their region, for aluminum, for their industry, because everybody is saying that the Prime Minister's idea is a bad idea in Saguenay-Lac-Saint-Jean. I'm challenging them this morning officially to vote in favor of the motion proposed by MNA from Marguerite Bourgeois, saying that imposing tariffs on our own aluminum exports is a really bad idea. So MNA for Lac-Saint-Jean, Éric Girard, MNA for Jonquière, Yannick Gagnon, MNA for Robertval, Nancy Guillemette, MNA for Dubuque, François Tremblay, and Minister responsible for the region of Saguenay-Lac-Saint-Jean, André Laforêt. I'm challenging them to vote in favor of the motion this morning.